Alors aujourd'hui, on va parler donc un petit peu donc de la systématique donc des champignons ou bien des mycètes. Ah bon? Attends, nouveau partage. Ça va maintenant? Ça va très bien. Donc on va parler un petit peu donc de la systématique ou bien la classification des champignons en général ou bien des mycètes. Ah, pardon. Non, je sais pas quand. Donc, pour les critères de classification, donc il existe beaucoup de critères. Si on prend par exemple en considération donc la présence ou non de zooïdes, vous avez donc les champignons azoïdes. Dans ce cas-là, donc les zooïdes sont flagellés avec le tal sous forme de plasmode. On parle des myxomycètes. Si le tal donc il est siphonné, et avec donc un seul flagelle, vous avez donc les chytridiomycètes. C'est le tal, il est siphonné avec la présence donc de deux flagelles. Vous avez donc les oomycètes. Quant aux champignons dépourvus donc de zooïdes et la gamie donc aboutissent donc à une spore, on parle dans ce cas-là donc de zygomycète. Si la gamie donc aboutisse à un appareil donc bien spécifique, un producteur donc de spores, se forme donc d'ascospores et les spores se forment d'ascospores, on parle des ascomycètes. Si vous avez donc des basidiomycètes, des basidiospores, pardon, vous êtes devant les basidiomycètes. Maintenant, donc, selon la classification actuelle, donc les champignons, dits aussi donc des eumycètes, sont subdivisés en deux grandes catégories. Donc, vous avez les champignons. Pour les champignons inférieurs, donc, dites aussi acifons. Et si vous vous souvenez donc très bien, la dernière fois, nous avons parlé donc de la définition. Alors, pardon. La définition donc d'un siphon. On a dit donc qu'il s'agit d'un ion dépourvu donc de cloison, de structure sinusitique et pourvu donc de plusieurs noyaux. Pour les champignons acéphaux sont subdivisés en 4 classes. Vous avez donc la classe des chytridiomycètes, la classe des zygomycètes, des gloméromycètes et des trichomycètes. Quant aux champignons supérieurs, donc vous avez les champignons à asque et les champignons à baside ou bien les basidiomycota. Alors et bien sûr dans chaque classe, dans chaque embranchement pardon, donc vous avez plusieurs classes. Et comme vous avez donc la semaine prochaine donc un TP, aujourd'hui donc on va finir donc avec les champignons à siphon, c'est-à-dire les 4 classes, chytridiomycètes, zygomycètes, gloméromycètes, trichomycètes. Et également donc on va parler un petit peu donc des deux premières classes des champignons à asque ou bien les ascomycotina.
Ça va pour l'image? S'il vous plaît, donc si vous avez un problème, donc vous me le dites en commentaire. Alors donc pour les champignons à siphon, et par définition nous avons dit que le siphon c'est un filament, un fin filament de structure sinusitique, donc pourvu de plusieurs noyaux sans séparation. Pour la première classe, donc c'est la classe de Chytridiomycete. Ah bon? Les champignons inférieurs. Et maintenant ça va? Encore? Ça va maintenant, ça va? Très bien. Donc, on va parler donc maintenant de la première classe, donc qui est la classe de Chytridiomycete. Par définition, ce sont des champignons archaïques de très petite taille, donc microscopique, essentiellement donc aquatiques. Ça regroupe donc l'ordre de Chytridiales, c'est le plus important, et comprend de nombreux parasites des algues. Les plus connus sont des parasites des végétaux supérieurs. On va citer donc quelques exemples. Le premier, c'est l'olpidium, qui provoque des maladies microsantes ou bien des brûlures. L'espèce, c'est Olpidium brassica. Vous avez également donc le Synchytrium endobuticote qui provoque des gales vériceuses sur la pomme de terre. Donc sur les bulbes, vous trouvez des renflements. Ce sont donc des champignons qui font partie donc à l'ordre de Chytridiales. Vous avez également donc les néocalismaticales qui provoquent donc ou bien donc que ça regroupe des espèces symbiotiques, donc du rumin des bovins. Vous avez également donc l'ordre des monoblifaridales. Ici, vous trouvez donc des espèces surtout saprophytiques. Vous avez également donc l'ordre de blastocladiales avec des espèces donc toujours saprophytiques. Donc la classe des zygomycètes, pardon. Essentiellement, donc vous avez ici donc des espèces saprophytes. Elles se présentent sous forme de moisissures, quelques-uns parasites des animaux ou sont pathogènes, donc même pour l'homme. Pour la reproduction donc asexuée, elle est très fréquente. Elle se fait par fragmentation donc du thalle, la production donc de stolons, la production de spores directs. Ce sont des spores surtout endogènes ou sporocystospores. Donc il faut retenir que les spores lors de la reproduction asexuée donc des zygomycètes sont des spores endogènes.
Pour la reproduction sexuée, donc elle est rare, apparaît lorsque le milieu s'appauvrit en matière nutritive. Quant à la fécondation, donc elle se fait par cystogamie et passe par la fabrication ou bien la production d'une zygospore. Par définition, c'est quoi ce zygospore? C'est un zygote enquisté d'une paroi résistante qui peut être lisse ou bien ornementée. Et à droite, donc, vous avez l'image qui représente ou bien dans cette zygospore. L'ordre de Mycorrhal, ça regroupe donc des espèces parasites de l'homme, provoque ce qu'on appelle donc le mycomycose. Des moisissures donc utilisées notamment en industrie chimique, dans la fermentation ou bien en industrie pharmaceutique. Pourquoi? Puisque donc la majorité des espèces qui font partie au mycorrhal sont très riches en acides aminés, en vitamines, donc notamment donc la série A. La famille donc de Mucoracées, donc elle regroupe environ 300 espèces. Ce sont des espèces saprophytes des matières organiques variées, présentent de nombreuses variations morphologiques. Et le type, c'est l'exemple de Mycor mucido. Et vous avez également donc le Rhizopus nigricans qui se développe sur des aliments amylacés. Pourquoi les aliments amylacés? Parce que nous avons dit que ces espèces sont très riches en enzymes qui ont la capacité donc de dégrader l'amidon. Alors ici, donc, vous avez un schéma qui représente l'appareil producteur donc, de spores androgènes. Donc, vous avez ici donc, à la base le pied ou bien sporocystophore qui porte donc le sporocyste, c'est cette partie donc gonflée. L'élargissement donc de ce pied à l'intérieur donc de sporocyste forme ce qu'on appelle donc la columelle. Et bien sûr, à l'intérieur, vous avez ces spores endogènes, ou bien donc endospores, ou encore sporocystospores. Chez certaines espèces, on note l'existence donc de cette partie ici, donc au sommet, donc juste au sommet donc de sporocystophore, vous avez donc cet élargissement qu'on appelle donc l'apophyse. Bien sûr, elle existe uniquement chez certaines espèces. Donc sur cette diapo, vous avez la reproduction ou bien le cycle de reproduction donc de Mycor mucidou. Bien sûr, donc vous avez ou bien les deux types de reproduction existent, la reproduction asexuée et la reproduction donc sexuée. Donc pour la reproduction asexuée, donc ici en œuf, donc c'est simple, à partir donc d'une spore, bien sûr donc elle est endogène. Après germination ou bien dès les conditions sont favorables, elle donne naissance à un mycélium qu'on voit ici de structure cynocytique, c'est-à-dire donc vous trouvez uniquement des noyaux sans séparation ou bien on parle tout simplement donc de siphon. Bien sûr, au fur et à mesure donc de développement de ce mycélium, on assiste à la formation de cet appareil appareil producteur donc de ces spores et ainsi de suite. Donc là, pour la reproduction asexuée, donc c'est très simple. Passons à la reproduction donc sexuée. Donc vous avez ces spores. Après germination, donne naissance donc à ces mycéliums ou bien donc, de structure ou bien à ces siphons de structure cynocytique. Et puis donc on assiste donc à une plasmogamie ou bien l'union de deux mycéliums de signes opposés. Ensuite, donc vous avez donc plasmogamie. Voilà. Ensuite, donc la cariogamie, c'est la fusion des deux noyaux. Et puis donc après méiose, on assiste à la formation donc toujours de l'appareil producteur donc de spores. Passons à l'ordre de l'onde gonale. Ici les ondogonacées, ce sont des espèces endomycorhiziens. Ça regroupe donc des espèces surtout primitives. Pour l'ordre de l'entomophtorale, donc ce sont des mycorrhales toujours parasites. Elles s'attaquent donc à des arbres, à des insectes et de petits animaux. Certains peuvent provoquer donc des mycoses chez l'homme.
Quant à la classe donc, des glomérulomycètes, les espèces ici sont endomycorhiziens, autrefois donc rattachées aux endogonales. La classe de trichomycètes, elle regroupe donc des champignons athales toujours filamenteux, d'intérêt pratique secondaire. On les rencontre sur la peau et le tube digestif des arthropodes. Ça va? Ça va pour le sang? Très bien. Donc, passons à l'intérêt donc des zygomycètes. Donc, vous vous souvenez, on a dit que les espèces, ou bien la majorité des espèces, sont très riches en enzymes et en vitamines. Donc, plusieurs moisissures, plusieurs espèces sont des moisissures communs, ou bien des agents qui provoquent des altérations alimentaires, par exemple le mycore, le rhizopus. D'autres espèces provoquent des maladies donc chez l'homme dites des mycoses, mais peu fréquentes. Par contre, sont très graves. Donc, ces maladies donc dites des mycomycoses. Et la majorité donc des zygomycètes ont un intérêt donc très important en industrie agroalimentaire. Pourquoi? Parce que plusieurs espèces sont utilisées en fermentation de l'amidon en anaérobiose, donc la fabrication de l'alcool, par exemple à partir du riz, à partir de la pomme de terre, etc. D'autres espèces sont utilisées dans l'affinage de certains fromages, par exemple le mycore fait fuscus, et en industrie donc chimique et pharmaceutique pour la production d'acides aminés, la production de présure, la production également donc de l'acide lactique, de certaines vitamines, donc surtout la vitamine A, et également dans la bioconversion des stéroïdes. Pardon. Ça va? Donc pour conclure, les champignons inférieurs, vous retenez donc que toutes les espèces donc, sont pourvues d'un thalle simple sous forme de mycélium siphonné. Donc, vous trouvez des fins filaments de cette structure donc, sénocytique, uniquement dans plusieurs noyaux sans séparation. Et une grande variété donc, de cycles de reproduction et des appareils sporifères peut développer et plusieurs domaines d'utilisation des espèces de ces champignons donc inférieurs, surtout en médecine, en agroalimentaire, en industrie pharmaceutique, etc. Ça va pour les champignons inférieurs? Normalement, le cours il est simple. Vous vous basez donc surtout sur l'ordre donc de Mycorrhizal et la famille donc de Mycorrhizaceae, l'espèce Mycorrhizaceae. On va parler donc de ça la semaine prochaine dans le TP. Ça va, on passe? Très bien. Donc maintenant, on passe aux ascomycètes. Est-ce que ça va pour la diapo? Très bien. Donc les ascomycètes, donc après les champignons inférieurs, donc maintenant, on va entamer les ascomycètes. On a dit donc qu'on va parler juste de quelques généralités et les deux premières classes. Comme ça, vous n'aurez pas de problème lors des séances de travaux pratiques. Donc les ascomycètes, pardon,
On commence par l'appareil végétatif. Donc, l'appareil végétatif, donc, elle se forme de thalles septées ou bien hypha. Donc, on dit les ascomycètes ou bien des septomycètes. Donc, ce sont des champignons à thalles septées ou aussi donc des champignons supérieurs. Donc, à la différence des champignons inférieurs où le mycélium donc était de structure cynocytique ou bien donc en siphon, le tal donc il est siphonné. Ici donc le tal il est septé. Donc, comme vous voyez à droite, vous avez un seul filament avec donc plusieurs noyaux et des séparations entre chaque deux noyaux. Donc vous devrez savoir que ces cloisons, des fois, ou bien donc toujours sont interrompues par des trous, dites des des micropores. Ce sont tout simplement donc des pores. Alors, quel est le rôle de ces pores? C'est qu'elles permettent donc le passage des organismes, notamment donc des noyaux, des compartiments donc à l'autre. Donc ça, c'est pour le tal septé. La structure, bien sûr, donc elle est très simple de ces pores, donc juste des trous, voilà, au centre, avec donc la présence de ces corps, donc dites des corps de Worona. Le tal, donc chez certaines espèces, il est levuriforme. L'exemple donc de la levure de bière. Comme vous voyez, donc ici à droite, vous avez le levuriforme ou bien sous forme de cellules arrondies. Passons à la reproduction donc asexuée. C'est la reproduction, comme tous les champignons, donc la plus prédominante. Elle se fait donc par bourgeonnement et donne naissance à des spores dites des blastospores. Voilà ici, donc vous avez une cellule de grande taille. Par bourgeonnement, elle donne naissance en général à deux cellules de petite taille. Ce sont les cellules filles ou bien les blastospores. Donc, la reproduction asexuée, donc d'abord par bourgeonnement et donne naissance à des blastospores, ou même par sporulation directe et donne naissance à des conidies, comme vous voyez ici. Ces conidies, donc, ou bien des spores exogènes, on les trouve, par exemple, chez le pénicillium, chez également donc l'aspergillus, etc. Une petite description donc de cet appareil donc conidiogène. Alors ici donc vous avez à gauche donc le pénicillium et à droite donc vous avez l'aspergillus. Ce qui fait la distinction entre les deux, c'est que chez l'aspergillus, donc vous avez cette partie donc ici renflée à l'extrémité donc du pied, dite la vésicule. Par contre, on note l'absence de cette vésicule chez les espèces qui font partie donc au pénicillium. Pour le pénicillium, généralement, on dit donc qu'il a l'aspect en pinceau et la forme donc de tête pour l'aspergillus. À l'extrémité, bien sûr, vous avez ces spores exogènes ou bien donc dites des conidies. Vous avez également ces petites ramifications qui donnent naissance à ces conidies exogènes. Ce sont les phyalides. Et le pied donc qui porte tout ça, dites le conidiophore. Donc, fort, c'est pour le pied. Donc, c'est le pied qui porte les conidies. Donc, conidiophore. Et si vous avez remarqué, donc vous avez juste des ramifications primaires ou bien donc dites des phyalides. Chez certaines espèces, vous avez plusieurs ramifications, des ramifications de premier degré, de deuxième et même de troisième degré. Donc ici, par exemple, j'ai pris une espèce donc, qui fait partie toujours à l'aspergillus. Vous avez donc l'aspect en tête qu'on a, ou bien la forme en tête, la vésicule ici, donc le pied ou bien le stipe, ou voilà. Les conidés donc à l'extrémité ou bien ces spores exogènes. Et ici, donc, vous avez plusieurs ramifications. Si l'espèce donc elle est pourvue uniquement d'une seule ramification, donc on parle de phyalide, donc on a des phyalides. Si vous avez donc plusieurs ramifications, donc les phyalides, c'est, si vous voulez, donc c'est les ramifications
qui sont juste accolés donc aux conidés. Par contre, donc les ramifications donc qui sont du côté donc de vésicule, ce sont donc des métules. Voilà, normalement ici donc c'est plus. Alors ici donc l'espèce elle est univerticillée ou bien donc pourvue d'une seule ramification. Ici donc vous avez deux et à droite vous avez trois ramifications, donc une, deux et trois. Ou bien Penicillium triverticillé. Pour la légende, ici vous avez le pied, ou bien donc conidiophore, pardon, conidiophore. Et puis donc la première ramification, c'est les métules primaires, vient ensuite donc les métules secondaires, ensuite donc vous avez les phyalides, et à l'extrémité bien sûr donc les conidies, ou bien donc les spores exogènes. Donc, passons à la reproduction donc, sexuée. Elle est réalisée donc, par des spores dites des ascospores, formés de manière endogène dans un sporocyste appelé asque. Vous devrez noter que ces spores sont immobiles. Chez donc, les plus, ou bien les espèces les plus évoluées, les asques sont à maturité contenus dans un organe de structure complexe dite sporophore, ascome ou ascocarpe. Pour la fécondation, elle se fait donc par trigogamie. Donc, vous avez le gamétocyste femelle, dit aussi donc l'ascogone à un chromosome. Vous avez également donc le gamétocyste mâle, dit aussi donc spermatocyste à un chromosome. Par plasmogamie, donc on assiste à la formation de mycélium dite dékaryotique, c'est-à-dire à N plus N chromosomes. Ici, vous avez donc un phénomène original, si vous voulez. Donc, c'est le mécanisme, donc un mécanisme particulier, donc dit la division donjardienne. Ça va? Vous n'avez pas de problème, ça va? Très bien. S'il vous plaît, ici, donc, je ne sais pas si vous pouvez donc prendre des notes. Donc, ici, il y a plusieurs étapes, bien que donc 5 étapes de la division donjardienne. Vous prenez des notes parce que vous n'avez pas ça sur le polycopier, s'il vous plaît. Donc, la première étape de la division donjardienne, ou bien donc l'importance de cette division, c'est qu'elle permet donc l'élongation d'abord de mycélium. Deuxièmement, donc, elle permet donc de maintenir le mycélium à l'état dikaryotique, c'est-à-dire N plus N chromosomes. Donc, la division donjardienne, elle permet d'abord donc l'élongation du mycélium et puis donc maintenir ce mycélium à l'état dikaryotique. Ça va, je passe? Donc, pour les étapes, en tout, en principe, vous avez 5 étapes qu'on voit donc sur le schéma. Alors, pour la première en A, donc comment elle se fait donc cette croissance? Donc, la croissance, elle se fait seulement à l'extrémité donc du mycélium ou bien donc de filament. Donc, ou bien au bout du filament. Donc, uniquement ici, à ce niveau-là, ou bien au niveau de la cellule terminale de l'if. Vous prenez des notes, s'il vous plaît. Donc, la croissance, elle se fait à l'extrémité ou bien au bout du filament, plus précisément au niveau de la cellule terminale de l'if. En B, on assiste donc à l'élongation de cette cellule terminale.
Ça va? Donc, elle se fait à l'extrémité, plus précisément au niveau de la cellule donc, terminale. Puis, donc, on assiste à l'élongation qu'on voit donc, sur le schéma de cette cellule terminale, c'est en B. Et puis, donc, vous avez la division des noyaux. Au départ, vous avez donc un noyau A et B. Donc, A vous donne donc le A et A', donc, et le B, donc B et B'. La formation également d'un crochet ou bien donc les connexions en boucle, quand vous voyez donc ici en C, donc la division des deux noyaux et la formation de ce crochet. Donc ensuite la formation d'une cloison à la base du crochet, voilà, isolant bien sûr le noyau comme vous voyez donc B. Et on assiste donc à la migration des deux noyaux A' et B' au bout de l'if. Et quant au noyau A, migre loin du bout. Puis la formation donc d'une cloison sous le crochet, voilà, comme le montre donc le dernier mycélium, formant une nouvelle cellule. Puis donc la fusion de la boucle avec la cellule adjacente et bien sûr la libération donc du noyau B dans cette cellule. Donc on a commencé par une cellule terminale. À la fin, donc vous avez deux cellules avec deux noyaux chacune. Ça va pour la division dendrojardienne? Amira, ça va? Très bien. Donc après, à la fin, vous avez un mycélium dikaryotique, c'est-à-dire, comme on a assisté on vient d'assister donc avec N plus N chromosomes. Ensuite, après, vous avez la caryogamie. Donc, la caryogamie, c'est tout simplement la fusion des deux noyaux qu'on voit ici. Donc, à la fin, on a eu, après la division dendrojardienne, la formation de cette cellule terminale avec deux noyaux. Après, donc, il vient la caryogamie, c'est-à-dire la fusion de ces deux noyaux qu'on voit ici, donc les deux noyaux. Ensuite, l'étape finale, c'est la méiose. La méiose, si vous voulez, c'est les divisions successives de sept noyaux. Et on assiste à la fin à la formation, si vous voulez, donc on compte 1, 2, 3, normalement 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 spores endogènes dites des ascospores à N chromosomes. Donc ça, c'est pour les ascomycètes. Ça va? On passe? Donc c'est ici, donc vous avez un cycle de reproduction, c'est un peu compliqué et quand vous êtes des étudiants, donc vous regardez juste que le cycle de reproduction donc comment dire, des ascomycètes, donc il est trigénétique, c'est-à-dire il est formé de 3 générations. Donc vous avez voilà la génération donc gamétophytique et puis donc sporophyte 1 et ensuite donc sporophyte 2, sans entrer dans les détails. D'accord? Vous gardez donc que le cycle de reproduction donc des ascomycètes, donc il est très génétique ou bien il est composé donc de 3 générations. Vous avez donc gamétophytique, sporophyte 1 et sporophyte 2. On arrive maintenant donc à la classification donc des ascomycètes. Pour la classification à les fonctions donc du sporophore,
est-ce qu'il existe ou non, également donc sur sa morphologie et son mode de développement. Et à droite, donc, vous avez une variété de ce sporophore. La classification donc la plus récente les subdivise en 3 sous-embranchements. Vous avez donc les Taphrinonicota, dites aussi donc les Archiascomycètes, ce sont si vous voulez des espèces archaïques. Vous avez aussi donc les Saccharomycotina ou bien les Hémiascomycètes, ici on trouve donc la levure de bière. Et enfin vous avez les Pisizo-Nicotina ou bien les ascomycètes, ou bien les ascomycètes, donc les véritables ascomycètes. Il faut retenir que les deux premiers sous-embranchements, chez les deux premiers sous-embranchements, on note l'absence totale de sporophores. Également, donc, la paroi dépourvue donc, de chitine. Rapidement, donc, on va voir quelques exemples donc, de ces classes. Donc, on commence sous-embranchement plutôt. Donc, on commence par les Taphrinonicota, ou bien les espèces archaïques, ou encore donc les Archiascomycètes. Alors, allons